Libye, 2017. Marché d'esclaves. Est-ce que nous, militants communistes, est-ce que nous, associations progressistes, est-ce que nous, promoteurs des droits de l'homme, pouvons imaginer aujourd'hui qu'aux portes de l'Europe, aux portes de la France, l'intervention militaire française, il y a quelques années, à l'initiative de Sarkozy, ait engendré une telle monstruosité qui fait reculer l'humanité au tréfonds de sa conscience et de ses origines. Alors certes, il m'appartient de remercier les militants, les élus communistes pour l'organisation de cette fête de l'humanité. Il m'appartient de saluer les élus communistes, les animateurs du mouvement communiste durant ces 2 jours. Il m'appartient de remercier les associations de solidarité dans tous les champs de la vie économique, sociale. Il m'appartient de remercier les acteurs économiques qui nous ont permis de mettre sur pied une nouvelle fois cette fête de l'humanité qui effectivement est un moment de convivialité, de rassemblement et de combat idéologique en ces temps que nous vivons. Mais je souhaitais débuter ce propos sur cette diablerie du concret auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et qui appelle, pour ce qui nous concerne, hommes et femmes de progrès, hommes et femmes d'humanité, un combat aussi vif que celui que nous portons et que portent en particulier, et pas seulement les jeunesses communistes, vis-à-vis de la libération de Salah Hamouri. Car l'humanité, cette quête qui nous anime plus fort que jamais, eh bien, elle est interpellée, flagellée, martyrisée chaque jour davantage. Chaque jour davantage au cœur même du monde arabe et musulman, qui a encore connu ces dernières heures un attentat tragique visant, de ce que nous en savons, le cœur même de la culture arabo-musulmane dans ce qu'elle a de plus ouverte et dans ce qu'elle a de plus prodigue.
Les menaces ont aussi été, bien sûr, relayées via ce qui domine aujourd'hui la sphère capitaliste, en l'occurrence Donald Trump. D'un côté, nous vivons malheureusement à l'aune des tweets provocateurs de ce président américain pour qui le monde se réduit à l'emprise du dollar et à l'emprise d'une minorité de privilégiés, auxquels répond les errements d'une Corée du Nord dont le caractère dictatorial n'est plus à démontrer. Alors oui, nous sommes dans une humanité bousculée, tracassée, flagellée, qui nous invite sans aucun doute à revenir au caractère identitaire qui est le nôtre et qui met la lutte pour la paix, la lutte pour les valeurs humaines au cœur de notre combat. La France a rayonné à chaque fois qu'elle avait et qu'elle a pris le bâton de la lutte pour les droits de l'homme et la liberté. Chaque fois qu'elle a refusé de s'aligner, en particulier sur les États-Unis, mais pas seulement, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a porté une voix originale sur la scène internationale, elle a pu participer à cette résistance ou à cette construction d'un monde qui préserve ou qui promeut la paix. Cette voix inspirait la tradition des Lumières est véritablement d'actualité et nous voulions, avec nos amis secrétaires fédéraux, avec nos parlementaires et avec vous tous, dire combien la question de la paix est aujourd'hui un angle prioritaire de l'activité des communistes en leur entier et de l'activité des élus communistes et républicains dans la dimension internationaliste qui est la nôtre et qui doit plus que jamais s'affirmer. Bien sûr, nous ne tronçonnons pas cette lutte à l'échelle internationale de nos engagements à l'échelle européenne et de ce qui nous anime au jour le jour pour que, en France, dans notre pays, des alternatives progressistes se fassent jour et cheminent afin d'endiguer une période ô combien difficile que nous traversons et qui est dominée plus particulièrement depuis 6 mois par la mise en œuvre de ce que je qualifierais, de ce que nous pourrions qualifier tous de saut qualitatif qu'entreprend une nouvelle bourgeoisie dans la mise en œuvre de coupes réglées de la société et de l'économie française. En effet, depuis 6 mois,
sous la présidence d'Emmanuel Macron et de sa majorité, nous avons affaire à un véritable rouleau compresseur qui s'affiche sans vergogne, à la fois dans ses décisions et dans l'accompagnement idéologique dont il s'entoure, qui s'affiche sans vergogne auprès des citoyens et des citoyennes de notre pays. Nous pensons bien sûr tous à la loi mal nommée travail, qui se traduit en fait par ces fameuses ordonnances précarisant les salariés, accroissant le dumping social, visant à faire des salariés plus fortement encore la variable d'ajustement des crises économiques et financières que le système capitaliste ne cesse de générer. Ce débat n'est pas clos. Ce débat n'est pas clos, même si le mouvement social a, et c'est légitime, quelques difficultés à rebondir. Mais la résistance s'organise. Les collègues de la chimie me communiquaient hier comment les salariés de la chimie avaient réussi à repousser l'offensive de cette loi travail sur leur branche, réunissant les conditions notamment de sauvegarder le rôle du CHSCT sur le lieu de travail. Ce sont autant de capacités, de réaction, de résistance dans les entreprises auxquelles nous devons être attentifs et auxquelles nous devons apporter notre plein soutien et notre pleine contribution. La loi travail aujourd'hui n'est pas un dossier clos. De la même façon, la suppression des emplois aidés dont nous-mêmes d'ailleurs nous avons considéré qu'il n'était pas la panacée, le traitement social du chômage n'est pas la panacée. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie n'est même pas en capacité d'assurer ce traitement social du chômage, voire même revendique d'écarter le traitement social du chômage et initie un plan social de grande ampleur qui en met non seulement en péril la vie quotidienne de dizaines de milliers de nos concitoyens, mais met en péril également la vie associative et la vie de nos communes. Je l'ai dit, les contrats aidés ne sont pas la panacée. Mais là, il y a la faculté de rebondir, il y a la faculté de se saisir de lutte, ne serait-ce que pour vivre au quotidien, ne serait-ce que pour survivre, et que pour acquérir et faire reconnaître une dignité de formation, de qualification à défendre auprès des employeurs. Osez dire aujourd'hui, comme le font Macron et sa majorité, que ces emplois sont inefficaces et coûteux, comme l'a notamment indiqué Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, c'est ni plus ni moins une insulte de la part d'une ministre qui a fait, elle, la culbute sur près d'1 million d'euros en revendant ses actions chez Danone. C'est en cela scandaleux. Mais en plus, c'est sans commune mesure avec ce que coûte l'emploi gratuit qu'on offre au patronat au travers du CICE,
qui aujourd'hui fait ressortir le coût d'un emploi sauvegardé entre 250 et 400 000 euros. Voilà ce que le gouvernement entame comme politique de réduction jusqu'à son terme des facultés des hommes et des femmes de ce pays à vivre un tant soit peu correctement. Et par ailleurs, il sanctuarise, c'est le mot aujourd'hui, ces cadeaux aux plus riches et en octroie de nouveaux. Bien sûr, toutes et tous ici avaient en portefeuille, si je puis dire, la diminution de l'impôt sur la fortune, où on extrait les actions et obligations qui sont celles et ceux des plus privilégiés, ou au final un PDG du CAC 40 qui payait jusqu'à présent près de 200 000 euros d'ISF ne paraît plus qu'à peine 4 000 euros, alors que pendant ce temps, eh bien, l'augmentation de la CSG va faire en sorte que les retraités soient ponctionnés 300, 400, 500 euros supplémentaires par mois. Voilà la réalité que met en œuvre à pas rapide ce gouvernement Macron. Pensons aussi au recul des services publics, à la saignée annoncée pour l'assurance maladie, alors que nos hôpitaux sont exsangues et qu'ils sont condamnés aujourd'hui encore par le budget 2018 à une économie de près de 1,400 millions d'euros, 1,400 milliard d'euros, qui plongent leur personnel, qui plongent les capacités sanitaires de notre pays au bord de la rupture. Alors que, parallèlement, et vous le savez tous, nos concitoyens renoncent déjà à se soigner ou retardent le moment de le faire. Et sur nos territoires, les caisses d'allocation familiale et de retraite, les antennes de Pôle emploi, les bureaux de poste, aujourd'hui nos gares sont dans le viseur. Nos gares en particulier. On parle en ce moment de ces nouvelles mobilités. Le gouvernement en fait des assises de la même façon qu'il a entrepris des assises sur l'alimentation. Mais qu'est-ce que nous voyons sur le terrain? Nous voyons des suppressions de trains, même aux heures de pointe, comme à Gisors. Fermeture de lignes, comme la ligne Abbeville-Le Tréport, remplacement de trains par des bus, comme sur la ligne d'If-sur-Mer d'Auville, fermeture de guichets, remplacés par des bornes automatiques, suppression de la présence humaine dans les trains, au point que les personnes handicapées devront prévenir de leur voyage 48 heures avant de prendre le train en Normandie. Voilà comment ils nous souhaitent promouvoir le train. Voilà la société qu'ils nous annoncent d'ores et déjà et à laquelle ils nous demandent et ils nous demanderaient d'adhérer. Eh bien, durant les prochaines semaines, qu'il s'agisse des questions de mobilité, qu'il s'agisse plus largement des questions de services publics, eh bien nous irons à la rencontre des associations locales, nous développerons, nous nous efforcerons de développer les mobilisations aux côtés des cheminots. Faire respecter nos territoires, c'est en effet les rendre accessibles, les connecter au réseau ferroviaire, pour que l'on puisse à la fois vivre dans nos métropoles, mais vivre aussi dans nos territoires
suburbains et ruraux. Nous pensons aussi, bien sûr, à nos communes et au choc que subissent nos collectivités territoriales, avec des dotations encore revues à la baisse. Certes, Emmanuel Macron, son gouvernement ont été bousculés par la réaction des maires. Et Noël pourrait en témoigner sur ce point, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux qui ont tous, ensemble, alerté sur le point de rupture qui était le leur dans la gestion des collectivités territoriales. Et le gouvernement a décroché pendant un an. On a dit on va simplement baisser les dotations des 320 collectivités les plus importantes. On sanctuarise, parce que là encore c'est leur grand mot, sanctuariser, on sanctuarise les dotations des autres collectivités territoriales. Mais c'est bien 13 milliards d'euros d'ici 2021 qui sont demandés en rançon aux collectivités territoriales. Et dès 2018, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux vont être interpellés par les missiles homicides d'Emmanuel Macron, les préfets, pour contractualiser les économies. Et on sait bien quelle est la puissance de frappe de l'État central lorsqu'il a décidé d'imposer une austérité majorée sur les communes, les départements et les régions. Communes, départements et régions qui aujourd'hui encore portent à la fois le service public de proximité et l'investissement territorial. Oui, il y a du souci à se faire, et là encore, invitons-nous au rassemblement large, car cette résistance atteint largement au-delà des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux progressistes. Car les maires sans étiquette, les maires y compris dominés par une orientation qui ne serait pas la nôtre, sont en difficulté et disent on est sur le point de rupture. Car de la même façon que dans le domaine de la santé, du logement, de la sécurité sociale, Macron et son gouvernement entreprennent une politique de ce qu'ils ont coutume d'appeler de réformes structurelles. Oui, ils dénaturent notre modèle social, économique et culturel français dans tous les champs de la vie sociale, économique et culturelle et dans l'organisation de notre territoire. Donc les capacités de rebond sur cette question sont décisives, car il y a du souci à se faire sur la cohésion de notre pays. Si nos communes, nos départements, nos régions ne parviennent plus à maintenir au plus près du terrain le lien social, les politiques publiques en direction des publics les plus fragiles, qu'il s'agisse des politiques de la petite enfance, des politiques en direction de nos aînés, et bien évidemment du champ de l'éducation populaire, sportive et culturelle. Il y a là, pour les élus communistes et républicains, du grain à moudre qui
doit aussi se nourrir des luttes et des initiatives sur le terrain, à la fois des militants communistes, mais de la sphère associative présente en nombre sur cette fête. Et puis, bien évidemment, le pouvoir de Macron et de sa majorité s'en prend délibérément à ce qui fait encore l'exception française, c'est-à-dire notre capacité à avoir su développer un tissu industriel qui, dans nos territoires, qui à l'échelle nationale, peut encore faire valoir notre pays comme un pays à l'initiative en termes de production, d'innovation et de recherche. Et pour cela, sans attendre, il s'est à nouveau attaqué au dépeçage de nos fleurons industriels. Nous avons l'exemple, bien évidemment, d'Alstom, en particulier. Alstom, un outil si stratégique dans la filière ferroviaire et dont la branche transport a été bradée, et la branche énergie également, et où on voit que, eh bien, nos capacités de production et d'innovation dans des entreprises stratégiques pour notre pays, eh bien, sont ni plus ni moins délaissées et bradées au prix, d'une part, d'un recul de nos capacités ferroviaires, énergétiques, et y compris nos facultés à investir des champs dont tout le monde nous dit que notre pays, doit s'emparer. C'est notamment le cas en matière d'énergie maritime renouvelable, dont on sait les enjeux en matière de changement climatique, et qui se trouve aujourd'hui bradé, alors qu'on nous rabat les oreilles avec les conclusions et les suites de la COP 21 et aujourd'hui de la COP 23 qui vient de se dérouler à Bonn. La France n'aurait jamais créé le TGV si elle avait laissé faire le marché et s'en était remis au seul groupe privé. Et on aimerait entendre tous ceux qui nous promettent l'émergence, par exemple, d'une filière éolienne à chaque élection, ceux qui s'agitent comme des moulins à vent quand les pêcheurs défendent leur activité sur cette question. Il n'en est pas un pour s'émouvoir du monopoly capitalistique qui se joue dans le domaine de l'énergie, pas pour exiger que l'État et la puissance publique jouent et rejouent enfin son rôle de stratège industriel pour la France. Et puis, peut-être une dimension qui, si ce n'a échappé, tout du moins, dans cette marée de réformes structurelles, doit également retenir notre attention, c'est la question de la culture. Là encore, une démarche structurelle élaborée dans le secret des cabinets, externalisation, rentabilisation, recul budgétaire, rationalisation, reconfiguration, synergie. Autant de mots mis en avant par Madame Nyssen, ministre de la Culture,
Fort gentil, quand même. Enfin, désagréable, causé. Mais alimentant son discours culturel et ses actes culturels pour le budget 2018 autour d'un seul et même objectif, des économies sur le budget de la culture. On va mesurer la politique du patrimoine et la politique des archives au niveau national au kilomètre. Selon ce kilomètre, et jusqu'à un point rentable, mais qu'à un moment donné, il ne va plus l'être. Ouais, c'est comme à un moment donné, on fait tomber les archives qui gênent le plus. Peut-être seront-elles celles-ci. C'est quoi cette conception de la culture? C'est quoi cette conception de la culture qui fait dire... Alors, pour l'habitude, moi, de citer des... C'est parce qu'on me l'a mis, hein. J'ai pas fait le discours tout seul. Mais j'ai pas l'habitude de citer cette petite jeune fille. Mais il paraît que Charline Vanhoenacker, vous savez, c'est la petite jeune fille qui dit des choses sur France Inter, elle dit ça, mais elle n'a pas tort. Oui. Parlons de la culture. Un gouvernement qui veut dégager des synergies, parce que c'est le grand mot, et c'est le grand mot qu'a employé Mme Nyssen, c'est qu'il veut dégager, poursuit Mme Vanhoenacker, c'est qu'il veut dégager des personnels. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle de la culture, à l'échelle du logement, à l'échelle de la santé, à l'échelle de toutes ces politiques publiques, dont nous avons éminemment besoin à l'échelle de nos territoires de proximité, eh bien Macron, comme il l'a dit, car Macron n'invente pas de manière impromptue sa politique, il a une logique. Tout cela, ce sont les 120 000 fonctionnaires en moins qu'il a promis. Alors, face à cela, quand l'humain régresse, quand l'humain dans la fonction publique régresse, il régresse à tel point qu'on peut faire sienne les mots, de Jacques Ralite, qui indiquait que quand une nation abandonne son imaginaire en matière culturelle au profit des grandes affaires, il se condamne aux libertés précaires. Oui, nous sommes devant une restriction du champ des possibles. Une restriction du champ des possibles, et je y reviendrai, auquel il nous faut apporter des éléments de réponse. Alors tout cela, oui, est fait dans le cadre d'une majorité gouvernementale dont le masque est tombé. C'est bien le président des riches, c'est bien une majorité qui travaille pour les riches. Précisons, si je peux me permettre. Il y a quand même une nouvelle bourgeoisie. Il faut y faire gaffe. Il y a une nouvelle bourgeoisie pour laquelle il n'y a rien eu avant, et c'est la fin de l'histoire. C'est eux et la fin de l'histoire. Donc, à cette volonté d'activer les intérêts de classe pour cette nouvelle bourgeoisie, il y a une profonde humiliation et il y a un profond mépris de classe qui est véhiculé. Je vous avouerai que sur le terrain, sans doute, et
dans l'activité des élus et dans le débat politique, c'est peut-être ce qui est le plus pénible à supporter. Parce que le débat politique, bon, ça va, mais ce mépris et cette humiliation de classe sans cesse colportée, nous y sommes tous confrontés et nous devons, me semble-t-il, ne rien céder devant cela. Elle a été encore illustrée il y a quelques jours par la ministre de la Santé qui disait le gouvernement, l'État n'a pas vocation à payer des montures Chanel pour tout le monde. Relayé quelques jours plus tôt par, je peux le dire parce que ça a été dit, et puis il y a de la presse, mais peu importe, je ne sais pas s'il y a de la presse, peu importe, par le petit con député de Rouen, Damien Adam. Oui, je dis le petit con parce que Sébastien Jumel, dans un langage fleuri que vous lui connaissez, lui a indiqué que c'était un petit con en commission parlementaire, après qu'il ait effectivement déclaré que les chômeurs, ou du moins certains d'entre eux, pour lui c'était déjà beaucoup, c'était la généralité, avaient l'habitude de prendre leurs vacances aux Bahamas. Vous avez tous entendu ça, ça a été relayé, etc., etc. Le problème, c'est qu'il s'est excusé. Il s'est excusé en confirmant ce qu'il avait dit, quoi. Il a dit oui, je n'ai pas dit les choses bien, mais je pense quand même que... Bon, toujours est-il que on a ce mépris de classe, cette humiliation de classe, alors même que nous sommes placés devant l'accélération de cette politique libérale, où les capitaux effectivement vont se planquer aux Bahamas, où la diminution de l'impôt sur la fortune va alimenter, parce que qu'est-ce qui... Même Bruno Le Maire, sympathique Bruno Le Maire, à droite, et il croit même pas à la théorie du ruissellement. Non, il n'y croit pas. C'est Jean-Paul Lecoq, je cite tout le monde, comme ça, ils sont pas là, mais ils sont là, ils sont à droite, à gauche. Et Jean-Paul Lecoq, il dit à Bruno Le Maire, mais bon, dites, votre projet de budget, là, c'est la fameuse théorie du ruissellement. C'est-à-dire, vous pensez que les riches, il faut qu'ils soient riches, parce qu'à un moment donné, ça va arriver dans les classes moyennes, puis les plus modestes. Le maire, il dit non, j'y crois même pas. Non. C'est-à-dire à quel point ils sont cyniques en même temps. À tel point ils sont cyniques, à tel point que nous pensons profondément que nous avons affaire à une nouvelle offensive de cette nouvelle droite libérale. Bon, alors les champs maintenant, les champs sur lesquels il faut qu'on avance. Je citais tout à l'heure les copains de la chimie dans le Sud qui ont obtenu le maintien de leurs droits au niveau du CHSCT. Il y a là, évidemment, sur la mise en œuvre de la loi travail, malheureusement, des champs d'initiative et d'action considérables, car là, on est devant une remise en cause frontale des droits des salariés, qui vont bien au-delà des droits. En gros, c'est les conditions de travail au jour le jour, et c'est, je dirais, l'intégrité physique et morale des salariés qui est engagée. Il y a bien sûr la question du logement. Je parlais de réformes structurelles tout à l'heure dans les différents champs de la vie sociale.
Là, ils ont engagé, Macron et son gouvernement ont engagé une réforme structurelle dénaturant et déstructurant le champ du mouvement HLM sur lequel nous avons à prendre l'initiative. Et vous avez vu qu'au travers des associations de défense des locataires, mais aussi plus largement, nous pouvons rassembler les acteurs du logement social afin de contenir et de faire reculer le gouvernement sur cette question, sur bien évidemment les enjeux des collectivités territoriales, bien au-delà des élus communistes, n'est-ce pas Noël? Il est où Noël? Bien évidemment, nous avons à rassembler, car quand vous écoutez l'appel de Grigny, qui est intervenu il y a une quinzaine de jours, où les maires des villes populaires se rassemblent à Grigny, ville communiste, mais où vous avez le maire de Roubaix étiqueté les Républicains, où vous avez Borloo qui vient, et où tout le monde dit on n'en peut plus, ça va répéter dans nos cités populaires, il faut arracher à ce pouvoir des dispositions, des initiatives qui nous permettent de remettre à jour les politiques de la ville, les politiques sociales, les politiques socioculturelles, les politiques d'insertion professionnelle. Eh bien, nous ne sommes pas seuls dans le paysage politique, dans le paysage associatif français, pour contrecarrer cette entreprise du gouvernement Macron. Ils ont quand même, excusez-moi l'expression, même si on... Bah oui, je vais un peu parler stéphanois, ils ont quand même chaud au cul. Ça se voit pas, forcément. Ils ont un peu chaud au cul. Et donc, à nous de mettre un petit peu le feu, avec évidemment notre parti, nos animateurs fédéraux, que je tiens moi à saluer tout particulièrement. Le parti, voilà, c'est d'abord un parti, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas neutre de le dire en cette période. Et donc c'est une force organisée avec nos camarades que je salue bien évidemment ce soir. Et puis c'est quatre parlementaires qui s'efforcent de faire un peu le boulot. Alors, notre parti doit continuer à s'ouvrir, doit continuer à rassembler. Je salue ici ce soir les militants de France Insoumise, les militants d'Ensemble, les militants de la gauche alternative. Le moment n'est pas à celui de la division stérile. Le moment est à celui du rassemblement, de la conjugaison des efforts de mise en œuvre de proposition, de lutte, de proposition, d'élaboration d'une autre politique. Notre responsabilité en tant que parti est de nourrir cette alternative de nos propositions et de nos actions. Car espace politique, il existe. Moi, il y a un truc qui... Quand je dis on a encore un espace, vous savez, on siège un peu plus haut, il y a France Insoumise, puis sur le côté, il y a la Nouvelle Gauche. Nos collègues socialistes. Et moi, et vendredi dernier, j'ai eu samedi matin, j'ai eu la surprise d'entendre qu'un collègue de la Nouvelle Gauche, Olivier Dussopt, qui venait, disait bonjour, ça va, ouais, on va voter contre le budget, bah évidemment, ouais. Et le collègue, secrétaire d'État de Macron.
Bon, moi j'ai rien à y dire, hein, il est gentil comme tout. Hein. Mais tout ça pour vous dire que politiquement, dans le respect des choix des uns et des autres, notre espace politique existe, à condition bien sûr, et vous en êtes, et nous en sommes tous la démonstration, que cette fête de l'humanité, eh bien, fasse des petits, et j'en doute pas qu'elle en fasse. J'ai pas tout dit, mais je crois que...